Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Célia Fouque, je travaille pour le Dauphiné Libéré. Je vais co-animer cette table ronde avec Caroline. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Donc, je suis Caroline Lauberti, je travaille à la métropole de Grenoble sur la création d'un réseau d'entreprises autour de l'économie circulaire. Vous êtes tous venus aujourd'hui pour parler d'éco-conception. On va vous parler d'éco-conception. Petite définition avant de démarrer et de vous présenter nos intervenants. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression que... Ouais. Plus fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter ou pas? Donc, je peux crier dans le micro, mais... Non, c'est mieux? Bon, parfait. Donc, on va parler d'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? C'est le fait de prendre en compte, dans le processus de conception, les aspects environnementaux d'un produit. L'objectif, c'est de garantir, de maintenir le besoin de l'utilisateur, tout en réduisant l'impact environnemental et autant que faire se peut, en garantissant la viabilité économique du modèle. Et c'est de tout ça qu'on va parler. Donc, lors du processus de conception, les impacts environnementaux ils sont étudiés sur tout au long du cycle de vie du produit. C'est-à-dire les matières premières utilisées, soit on en utilise moins, soit on les relocalise, etc. Le processus de fabrication, le transport, l'usage. Donc ça, c'est des vraies questions et on va en parler ici avec nos intervenants. Ça veut dire allonger la durée de vie du produit. Du coup, si on allonge la durée de vie du produit, potentiellement, on en vend moins souvent. Ça veut dire réemployer plutôt que jeter. Ça veut dire réparer aussi. Et enfin, la dernière étape du cycle de vie, c'est la fin de vie. Et donc, dès le démarrage, dès la conception du produit, on va réfléchir à sa recyclabilité. L'éco-conception, elle peut prendre différentes formes en fonction des enjeux, de ce qui est possible de faire en conception et aussi de l'implication de l'entreprise sur ces sujets-là. Ça peut être juste une optimisation du produit jusqu'à revoir complètement tout le modèle économique du produit. Je vais laisser nos intervenants se présenter. On va commencer avec vous, Emmanuel. Bonjour. Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Qui suis-je? Je suis Emmanuel Hertel, je dirige la Digital Factory du groupe Tessie qui s'appelle Innovation and Trust. Tessie, alors vous ne le connaissez pas, pourtant c'est une société grenobloise, c'est un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus de 15 000 personnes, mais c'est surtout le pass Covid. Vous avez eu Tessie, à chaque fois que vous faisiez un test, vous aviez un petit code barre, c'est nous qui le générions, c'est plus de 220 millions de codes barres générés et stockés. C'est la Sésame Vital avec la nouvelle carte Vitale digitalisée. Vous aurez du Tessie derrière, mais vous ne le saurez jamais. C'est des millions et des millions de data que nous stockons dans nos data centers. Et nous sommes un éditeur de logiciels. Et on va vous parler d'éco-conception dans les logiciels. Philippe Degas. Bonjour, Philippe Degas, donc groupe Alison. Nous sommes le seul acteur du marché capable de faire une offre 360 autour de l'emballage réutilisable. Donc on débute sur la conception des emballages et ça va aller sur le pilotage de la fabrication, la traçabilité de ces emballages-là et puis leur recyclabilité de ces emballages-là parce qu'on va dans tous les cas leur donner une seconde vie, soit en les broyant et en réutilisant la matière, soit en s'en servant pour concevoir de nouveaux emballages. Juste pour donner un exemple, Auchan utilise 4 millions de caisses pour ses fruits et légumes. Voilà. Et c'est tout géré par l'entreprise de Monsieur Degas. Voilà, typiquement, si cette caisse n'existait pas, chaque mois, 3 millions de cagettes seraient jetées, alors pas véritablement dans la nature, mais seraient jetées et devraient être recyclées dans des circuits qui sont pas évidents. On va le redire, on va vous anticiper un peu. Allez, Benoît Gelin, pardon. Et bonjour à tous, donc je travaille pour Decathlon, donc je pense que tout le monde connaît Decathlon. Par contre, peut-être que tout le monde ne connaît pas la mission Decathlon qui est de rendre accessibles les plaisirs et les bienfaits du sport au plus grand nombre. Vous allez voir que c'est important aussi dans la démarche qu'on est en train de mener sur l'éco-conception et le changement des business models. Et donc moi, mon rôle, c'est directeur du développement durable des sports de randonnée, donc pour les marques Quechua, Forclaz et Simon. Et donc j'accompagne les équipes pour qu'ils aient les bons leviers de décarbonisation des produits et qu'on construise des plans de transition pour les stratégies de changement de business model. Et enfin, donc, on a Samuel Bochet avec nous de l'entreprise Kaeli. Oui, bonjour, Samuel Bochet, donc je représente Kaeli Energy. Donc Kaeli Energy, on s'inscrit dans l'adaptation au changement climatique via le développement d'un nouveau système de climatisation. Donc on conçoit et on fabrique des climatisations bas carbone. L'enjeu, il est finalement d'aller chercher une réduction des émissions CO2 d'environ 70-80% par rapport à la climatisation actuelle. Donc pour ça, on développe une nouvelle technologie qui est basée sur l'évaporation de l'eau et qui nous permet d'éviter l'usage de fluides frigorigènes,
d'éviter les rejets de chaleur à l'extérieur des bâtiments et d'éviter la mise en place de blocs extérieurs. Voilà, donc on est une start-up grenobloise créée en 2020 et donc on est en pleine phase de développement de notre premier produit pour une commercialisation entre 2024 et 2025. Alors donc chacun a des exemples très intéressants à démontrer sur l'éco-conception. Donc chacun va essayer de présenter assez rapidement ce qu'il fait. On commence par Tessie. Ah, direct, comme ça. Allez. Mais oui, bien évidemment. Vous le saviez. Ça, juste par Tessie, direct. Alors, effectivement, vous avez vu, nous, c'est particulier. On est éditeur de logiciels à côté de grands industriels. Nous, le premier élément, c'est nettoyer les datas. Être en capacité, dès le départ, dans nos logiciels, de mettre ce qu'on appelle une compta carbone et de commencer à dire à nos clients, vous allez venir mettre vos données chez nous, vous allez les stocker. Eh bien, on va vérifier que vous ne polluez pas trop et donc on va vous donner un quota. Et au-delà de ce quota, va falloir venir nettoyer. Ça, c'est un des premiers éléments. C'est hyper important parce que, en fait, vous utilisez tous, on le voit là, des smartphones, vous stockez de la data de partout et vous ne pensez jamais à nettoyer. Alors, nettoyez dans vos téléphones, enlevez des images, vous verrez, vous gagnerez de l'espace. Mais on fait pareil sur nos data centers, mais on l'impose dès la conception de nos logiciels. Ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, dans la mise en place dans notre organisation, c'est dès la création, être en capacité d'avoir moins de lignes de code. Être en mesure de concevoir nos logiciels de manière éco-responsable, moins d'ordinateurs, moins de stockage, que lorsque vous allez les utiliser, ça nécessite moins de capacité. Vous avez tous entendu parler du chat GPT, on parle de GPU, on parle de machines très très puissantes. Il faut en rajouter encore et encore. Et notre travail à nous, dans les logiciels développés par Innovation and Trust chez Tessie, c'est de toujours essayer de mettre de moins en moins de machines et d'être de moins en moins consommateurs. On n'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, on y travaille de manière extrêmement assidue. Donc sur le bac Cogit, parce qu'il s'appelle comme ça, c'est un bac qui a été conçu pour remplacer les emballages de fruits et légumes du groupe Auchan. Nous avons travaillé dès la conception au niveau de cette pièce-là pour que les gens qui ouvrent le bac, qu'ils plient, parce que c'est un bac qui est pliable, pour qu'il soit qu'il prenne moins de place quand on va le ramener. Voilà. Donc dès la conception, on a travaillé sur l'ergonomie du bac. On a également travaillé pour que la puce RFID puisse être injectée dans le process de fabrication. Donc ça, c'est tout le travail de notre bureau d'études en amont. Après, ce bac-là, il avait une vocation, c'était bien entendu de remplacer des cartons ou des cagettes que vous connaissez. Mais dès qu'on met du plastique, tout de suite, on a un petit a priori négatif. Donc comment on rendait ce bac plastique, donc avec du pétrole, quelque part, beaucoup plus éco-responsable qu'une caisse carton ou qu'une caisse bois? C'est en le traçant, donc en mettant de l'intelligence à l'intérieur, donc en faisant en sorte que la rotation autour de ce bac soit beaucoup plus rapide. Et donc, on va le réutiliser. Ce qui fait que ce bac-là, il va faire à peu près 10 rotations dans l'année. On va l'utiliser pendant 7 ans. Et donc, au bout des 7 ans, on va le rebroyer, on va en concevoir d'autres. Donc, finalement, malgré un a priori très négatif au départ, il a un impact environnemental très, très positif. Voilà. L'autre chose qui va être extrêmement important, c'est que grâce au fait qu'il soit pucé, donc intelligent, on va pouvoir le tracer, mais on va pouvoir faire des inventaires de façon très rapide. Donc on va permettre aux industriels de gagner aussi beaucoup de temps dans l'optimisation de leur parc. Donc on est vraiment dans l'optimisation de la gestion du parc. Voilà. Et du coup, côté Decathlon, la démarche d'éco-conception a démarré en 2012 avec un premier produit qui était la Polaire, un produit assez iconique. Et depuis 2012, en fait, on a beaucoup appris sur cette démarche d'éco-conception, sur la compréhension des impacts environnementaux pour chaque nature de produit, de la tente, du sac à dos, du textile, et ce qui nous permet de cibler exactement où sont les impacts d'un produit sur tout son cycle de vie. Et donc ça, maintenant, dès qu'on développe un produit, on a toujours son impact, son analyse de cycle de vie qui est réalisée. Et donc on a bien réussi à identifier les hotspots, donc là où l'impact est le plus important, et on propose à nos ingénieurs, à nos concepteurs, des boîtes à outils pour aller piocher différentes solutions de réduction d'impact, donc pour décarboner les produits. Typiquement, si je prends un produit textile chez Decathlon, donc, qui est utilisé assez massivement, dans le textile, c'est le process de transformation du fil en tissu et la teinture du tissu qui sont les plus impactantes. Donc on s'est penché très rapidement sur cette partie de teinture,
Et sur la teinture, finalement, on a trouvé des solutions de réduction d'impact, qui sont l'éco-dyeing, qui sont le dub dye, qui sont le biton, là, des solutions qui permettent de vraiment limiter l'impact de cette partie teinture. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aussi carrément retirer la teinture. Et donc c'est ce qui donne ce genre de produit, comme ici vous avez la Minimal Edition Undyed, qui est une tente sans teinture. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va réduire l'impact environnemental du produit de 15% par rapport à la tente précédente. Et donc après, ça a posé d'autres soucis, finalement, dans la compréhension du client. C'est OK, une tente blanche, super, mais ça va se salir. Et donc après, nous, notre rôle, c'est d'expliquer aussi pourquoi on a été vers ce type de tente. Pourquoi, oui, ça peut se salir, mais est-ce que c'est grave par rapport aux gains environnementaux qu'on peut faire? Donc il y a tout un enjeu marketing qui vient s'associer à l'éco-conception du produit. Donc ça, c'est un exemple sur la partie teinture, qui est un des plus gros hotspots. Un autre hotspot va être autour de la matière première. Et donc finalement, comment on va pouvoir réduire notre dépendance à la matière première, et en particulier en utilisant de la matière recyclée. Et donc on va pouvoir utiliser du polyester recyclé, du polyamide recyclé, du plastique recyclé. On va avoir plein de solutions possibles, tout en garantissant les caractéristiques techniques. Donc ça va être important aussi, c'est comment on va pouvoir réduire l'impact d'un produit, tout en garantissant que le client, l'utilisateur, puisse continuer à utiliser son produit de façon normale. Et donc après, on va pouvoir mixer ces différentes solutions. Par exemple, si je prends cette doudoune, elle est en polyamide recyclé sur le tissu extérieur et non teint. Elle est très bien. Et Je donc confirme, testée. elle est canon. J'ai testé tellement j'avais froid, il me l'a amené. Elle est canon. Voilà. Donc l'avantage produit est respecté, chaleur, et en plus, il y a une réduction d'impact de 16%. Et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va piocher dans cette boîte à outils pour nos concepteurs, pour leur dire, OK, comment vous allez réduire cet impact environnemental, tout en gardant les caractéristiques techniques. Et donc ça, on l'a sur de la tente, du textile, du sac à dos. Voilà, et on va travailler en amont sur cette conception, les matières premières, le processus de fabrication, et on va travailler aussi sur tout le long du cycle de vie produit pour améliorer la durée de vie du produit autour de la réparabilité, de la durabilité. Côté Kaeli, finalement, la réduction d'impact fait partie de l'ADN de Kaeli. On a créé Kaeli autour de cette idée de réduire l'impact de la climatisation sur le réchauffement climatique. Et donc très vite, dans le développement de notre activité, on a réalisé l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie, pour permettre d'identifier là où on avait des enjeux. Et effectivement, l'enjeu principal, c'est bien l'utilisation durant la durée de vie du produit. Donc là, c'est complètement lié à la performance de nos systèmes, où on va aller chercher des performances techniques, thermiques, les plus élevées possibles. Mais on a aussi deux autres enjeux. L'enjeu de production, qui est au tout début de la chaîne, et l'enjeu de fin de vie des produits. Donc ces deux enjeux, c'est vraiment ce qu'on travaille aujourd'hui. La performance thermique, elle est validée, on sait ce qu'on fait, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va aller chercher les deux, l'amont et l'aval finalement de notre produit. Donc on applique effectivement comme Decathlon des règles de conception sur la réduction de l'engagement matière, les épaisseurs matière, l'optimisation finalement des matières recyclées dans nos produits, etc. etc. Donc toutes ces phases-là, on l'applique, ça fait partie de l'ADN. On travaille aussi sur l'augmentation de la durée de vie de nos produits. On a des cœurs thermodynamiques qui s'encrassent au fur et à mesure. On met en place des roadmaps de développement produit pour améliorer cette durée de vie. On met aussi en place des essais. On a des essais très concluants là, très récemment pour permettre de recycler, pour nettoyer, remettre dans le circuit en fait nos échangeurs. Et ça nous permet là aussi de réduire l'impact en amont et en aval. Et un des points qui est particulier à Kaeli, on est une société Deep Tech. Deep Tech, ça veut dire qu'on a été incubé dans un labo de recherche. Et finalement, la maîtrise de phénomènes physiques assez pointus nous permet d'aller simplifier un certain nombre de solutions techniques qu'on met en œuvre dans nos systèmes. Et typiquement, le cœur de nos systèmes, ce qui produit le froid dans nos systèmes, aujourd'hui, il est fabriqué avec des bouteilles d'eau recyclées et des fibres végétales. On a réussi finalement via un process très particulier, je ne détaillerai pas ici, mais qui est breveté. On a réussi à aller chercher, à réduire l'impact de la production de nos systèmes. Merci à tous pour ces beaux exemples. En fait, on le voit, là, il y a deux modèles. Il y a 3 entreprises qui ont optimisé les produits existants et Kaeli, en fait, il y a une entreprise qui démarre et donc, en fait, dès la conception, qui prend tout en compte au niveau de la feuille blanche, ouais, tout à partir fait. de la feuille blanche et dès le démarrage de faire les choses correctement. On va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les impacts de vos démarches d'éco-conception sur les modèles économiques de vos entreprises ?
Alors, c'est une très bonne question. Il y a déjà rien de gratuit, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'aucun de nos quatre ne soyons autorisés à développer quoi que ce soit s'il n'y a pas un retour économique. Aujourd'hui, on a beaucoup de pression. On doit être RGPD by design, on doit être toutes les sécurités by design, et maintenant on doit être éco-conception par design. Moi, je crée des logiciels, mes équipes créent des logiciels, et effectivement, pour tout logiciel qui est développé, présente déjà un bilan économique. Donc, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'on va y aller? Ça coûte cher, en fait, d'éco-concevoir. Mais en réalité, plus ça rentre, en tout cas chez Tessie, plus ça rentre dans la culture d'entreprise, et moins en réalité c'est coûteux parce que c'est développé de manière naturelle. Comment on fait aussi pour amener ce modèle économique dans l'éco-conception? On intègre de l'IA, beaucoup, dès le départ auprès de nos développeurs. Donc en fait, on a des développeurs qu'on dit, alors le terme n'est pas joli, mais augmentés. Donc on a un développeur et on a l'IA qui vient l'accompagner. Mais tout ce qu'on développe répond à un business plan. Donc on doit présenter à nos investisseurs. Et ensuite, eh bien, on va aller chercher les outils qui vont nous permettre de développer de manière écologique en réalité, avec moins d'impact sur la planète. Alors moi, je ne produis pas, effectivement, elle est dure cette table ronde pour moi, parce que en fait, vous avez des exemples hyper concrets, puis moi, je parle logiciel. Ça vous parle, les logiciels, j'ai pas de doute, mais de le voir comment on le conçoit, au travers de cette éco-conception, quoi qu'il arrive, le logiciel, on va le créer, parce qu'il a un marché. Mais en fait, c'est nos équipes qui éco-conçoivent, merci, dès le départ. C'est-à-dire que ça rentre dans l'ADN de l'équipe. Et en fait, comment on en crée le modèle économique? C'est pas le client final, parce que le client final, il est là, on l'a, autrement on ne développerait pas. Mais c'est le modèle économique de combien ça va nous coûter de le développer en ayant intégré l'éco-conception dès le départ, et parce que nos développeurs ont cet état d'esprit-là. Et en fait, c'est comme ça qu'on y arrive. Et le fait de limiter l'espace de stockage pour vos clients, justement, est-ce que ça a un impact pour eux? Est-ce que vous pouvez les perdre en prenant cette décision? On peut les perdre. Disons qu'on va quand même aller discuter avec eux, parce qu'on ne va pas les perdre le client. Donc le client est roi. Chez Tessie, le client est roi. Chez tout le monde aussi, mais chez Tessie, c'est assez particulier dans l'ADN. Par contre, on va aller challenger le client. Puis on peut aussi lui vendre un peu plus cher. Mais en réalité, le client, il a tout intérêt à nous suivre dans cette démarche. Parce qu'il est engagé dans une démarche RSE par ailleurs, il est pénalisé, mais aussi parce qu'on se rend compte que, alors on en parlera sûrement à la fin, mais il y a... Ok. C'est à propos des logiciels peut-être. En fait, le client, il est déjà embarqué dans cette démarche-là, mais effectivement, le fait de stocker à l'extérieur ou de confier à un tiers en SaaS des logiciels, il n'a pas nécessairement conscience de sa pollution. Lui remettre concrètement cette pollution, ça permet de pouvoir accentuer. C'est pas facile comme exercice là. Je ne sais pas ce qu'ils chantent, mais alors on soutient les agriculteurs, on soutient les étudiants, on soutient tout le monde. Si on peut finir la table ronde, c'est nickel. Oui, les étudiants, l'éducation nationale, tout. Voilà, les logiciels, l'éco-conception, on soutient tout ce que vous voulez, du moment que vous restez avec nous et que ça se passe bien. Ouais. Et la démocratie, c'est important. Donc. Merci de continuer à me laisser ramer. Donc, le principe, voilà, c'est que dans l'éco-conception, c'est les équipes qui ont cet ADN-là et cette culture-là. On l'amène avec les clients qui commencent à être sensibles, mais effectivement, quand c'est pas chez eux, ils sont un peu moins sensibles que quand c'est chez eux. Donc, on ramène, on négocie avec eux, et objectivement, ça se passe plutôt bien. Merci. Bravo. Alors nous, dans notre métier, on démarre avec deux boulets. Le premier, l'emballage, ça pollue. Et le deuxième, on vient avoir une deuxième pollution autour du transport. Parce que très souvent, nous, on transporte du vide quand on protège, etc., etc. Donc à chaque fois, comme nous, on a une grosse démarche RSE dans notre entreprise, il faut que notre impact carbone soit le plus faible possible. Donc ça veut dire que dès notre conception, l'impact carbone va être très très important à être pris en compte. C'est pour ça qu'on fait des emballages qui vont être retournés, donc la fameuse reverse, il faut qu'elle prenne le moins de place dans les camions. Donc ça veut dire comment l'emballage va se plier, comment il va s'emboîter, etc., etc. Donc ça, ce sont des très très gros enjeux pour nous. Et il faut qu'on enlève l'a priori, c'est cher. Nous, on nous dit toujours, mais ça va être plus cher que ce qu'on a. Donc nous, il faut qu'on arrive à faire rimer l'écologie
avec économie. Parce que si économiquement notre solution elle n'est pas viable, on ne pourra pas la déployer et ça sera le premier argument qu'on nous mettra en face de nous. Et oui. À la fin, on est forcément moins cher. À la fois, on est forcément moins cher. Donc ça, avec les preuves à l'appui, parce que justement, notre emballage va faire des rotations. Donc il aura une durée de vie qui sera beaucoup plus importante. Donc on va amortir, on va faire un ROI de l'emballage sur 7 ans, par exemple, voire 10 ans sur les emballages métalliques. Voilà. Donc c'est pour ça que notre emballage, parce qu'il va durer plus longtemps, il sera moins cher. Voilà. Donc c'est extrêmement important, mais le business model, il est là. Si on n'est pas économiquement viable, on ne pourra pas le déployer. Et il faut que l'écologie soit avec l'économie. On peut dire que vous avez aussi convaincu Stellantis avec cette... Oui, alors le monde de l'automobile... 8 millions de 8 millions de caisses, vous en avez, qui sont pas loin sur notre stand. 8 millions de caisses déployées. Mais c'est surtout très tôt le monde de l'automobile, parce qu'ils ont des réseaux de sous-traitants, ils ont des boucles. Donc ce réseau-là, l'a très tôt mis en place. Là où il faut maintenant qu'on aille plus loin, c'est sur l'industrie au sens très très large du terme. L'aéronautique utilise peu nos emballages, donc il y a plein de gens encore à les convaincre. Mon tour. Du coup, par rapport au business model, donc, comme je vous disais au début, Decathlon, notre objectif, c'est de rendre accessible le sport au plus grand nombre. Rendre accessible, si on peut rendre des produits qui sont le moins impactants, c'est très bien. Par contre, accessible, dans un contexte où il y a de l'inflation, où le pouvoir d'achat diminue, le pénurie de matières premières, etc., comment on peut continuer à rendre des produits accessibles pour que tout le monde puisse pratiquer? Et c'est pour ça qu'on se tourne vers une notion de business model, de changement de business model, pour éviter en fait d'aller sur un produit à l'achat pur, comme une tente à 240 €. Tout le monde ne peut pas se permettre, surtout pour un usage qui est de quelques jours par an finalement. Donc quand on se dit ça, on dit tiens, en fait, on pourrait changer le business model pour passer d'un business model plus à l'usage, une économie d'usage et plus circulaire, plutôt qu'une économie linéaire. Et donc c'est tout le travail qu'on est en train de faire, c'est comment finalement on va pouvoir proposer ce genre de produit en location par exemple pour quelques dizaines d'euros plutôt qu'un achat direct qui va faire débourser de l'argent. Par contre, la location, ça suppose aussi de repenser notre façon de faire. Ça veut dire des flux retour, ça veut dire une remise en état. Et donc tout ça, c'est ce qu'on est en train d'opérer pour voir comment on peut le faire à grande échelle et pouvoir massivement proposer des produits en usage à moindre prix. Donc on va changer vraiment notre business model. Un point qui va être important aussi, et du coup lié à ça, il faut que le business soit rentable. Donc comme tu disais Emmanuel, on ne peut pas proposer quelque chose à perte. Donc on va forcément essayer de retrouver dans le business model de la location de la création de valeur. Et pour ça, un des enjeux, ça va être autour de la durée de vie du produit. Plus j'ai un produit qui dure, plus je suis capable de le remettre en état, plus je ferai des cycles de location. Et donc plus je vais pouvoir me retrouver finalement sur ma création de valeur. Donc c'est bon pour moi, pour l'entreprise, c'est bon pour le client parce que je lui propose un produit le moins cher possible en location. Et finalement, c'est vertueux pour la planète parce que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est vraiment cette démarche qu'on est en train de mener sur des produits finalement type la tente, le sac à dos, etc. sur lequel le taux d'usage est quand même relativement faible pour le commun des mortels, sauf les grenoblois peut-être, mais en tout cas la majorité des gens ne pratiquent que quelques jours par an. Et donc là, il faut qu'on arrive à changer ce mindset-là. Et par contre, c'est nous qui devons l'impulser au travers de nos produits conçus pour durer, conçus pour être réparés, mais c'est aussi à expliquer à nos clients pourquoi c'est mieux de louer que d'acheter. Et donc c'est vraiment cette démarche qu'on va initier et donc pouvoir transformer vraiment un business model. Vous disiez aussi que l'objet qui est loué, ensuite, il va être revendu en seconde main chez Decathlon. Pour vraiment boucler la... Donc l'objectif, c'est qu'on puisse, nous, mieux connaître nos produits. Donc on est en train de démarrer la location pour connaître en fait, combien de cycles on va pouvoir faire et à quel moment ça va devenir rentable d'arrêter aussi de le louer. Donc on va faire 10 cycles, 100 cycles, 200 cycles. Mais par contre, à un moment, on va se dire, là, on va arrêter de la louer parce que ça ne vaudra plus le coup de notre côté de la remettre en état et on va le proposer en seconde vie. Donc, en fait, on aura une bascule du produit location vers la seconde vie. Et donc, qui permettra aussi à des personnes qui veulent acheter un produit à l'achat de trouver aussi un produit, mais moins cher qu'un produit neuf. Et donc, finalement, on se retrouve aussi pour la planète, pour l'entreprise, pour les clients. Merci. À vous, Samuel. Alors, côté Kaili, la mission de Kaili, finalement, c'est de garantir un confort estival pour le plus grand nombre. Un confort estival durable pour le plus grand nombre. Donc, les enjeux économiques, ils sont clairs, ils sont importants. On est aussi dans un modèle purement start-up, avec des financeurs qui attendent des retours sur investissement pas trop longs. Donc on a un vrai enjeu sur la rentabilité de notre business model. Donc quand on reprend les règles d'éco-conception, elles vont forcément dans le sens de la réduction des coûts de production. Réduire l'engagement matière, réduire nos rebuts, ça va dans le sens de la réduction des coûts de production. Donc ça, c'est un premier point qui est assez clair.
Un deuxième point qu'on travaille assez fortement chez Kaili, c'est la localisation. Le gain n'est pas direct, mais travailler avec des fournisseurs locaux nous permet de réduire finalement les temps de transport et les plannings, des questions de planning. Ça nous permet de réduire notre besoin en fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement dans une société en croissance comme la nôtre, c'est plusieurs millions d'euros à financer dans des levées de fonds qui sont déjà compliquées à mener. Et donc l'enjeu de réduire finalement ce besoin en BFR permet d'optimiser quelque part notre financement. Donc c'est un point qui est très important. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, aujourd'hui on a parlé de règles d'éco-conception, on essaye d'aller plus loin, d'aller chercher des matières qui sont alternatives au plastique, par exemple. On utilise beaucoup de matières recyclées en plastique. Par contre, il y a quand même un coût, une empreinte qui reste là. Et donc, on essaye d'aller chercher d'autres matériaux alternatifs, et notamment des matériaux végétaux, pour remplacer ce plastique. La problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que finalement, ces matériaux, aujourd'hui, sont dédiés à du premium. C'est des matériaux qui ont, avec un volume relativement faible de production, avec des filières qui ne sont pas encore complètement stabilisées, développées. Et donc, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est finalement comment on peut se permettre d'aller chercher des matériaux qui coûtent 2, 3, 4, 5 fois plus cher que du plastique et d'aller les vendre. Donc, c'est un sujet qu'on travaille. On travaille avec des filières du lin, notamment. On a plusieurs fournisseurs qui sont sur ce terrain-là, je dirais. Et on travaille avec eux pour optimiser, pour aller chercher de l'optimisation économique sur ces points-là. Et en parallèle de ça, finalement, l'éco-conception ou l'usage de nouvelles matières, finalement, c'est un coût. Et pour compenser ce coût, d'un point de vue de production, on va être obligé d'aller chercher de l'optimisation de la performance de production. Donc l'excellence opérationnelle, ça fait partie de l'ADN de Kaili, justement pour essayer de compenser les différents surcoûts qu'on peut avoir liés à l'usage de telle ou telle matière. On va essayer de réduire nos coûts de production, de vraiment aller chercher de l'efficacité sur tous les pans de l'entreprise pour justement garantir à la fin un prix qui soit cohérent avec le marché et donc un business case qui soit rentable, que ce soit pour l'entreprise, pour nos financeurs, etc. Donc c'est finalement un point qui est assez important. L'éco-conception, pour moi, va de pair avec une excellence opérationnelle. Et on retrouve, de la même façon, on va réduire nos impacts de production, on va réduire l'usage de l'eau, de l'électricité, des différentes matières dans la production, dans nos usines. Donc c'est un point qui va en parallèle de l'éco-conception pour moi. Et les premiers climatiseurs bas carbone, c'est pour 2024, ce que vous disiez. 2024, on a des pré-séries qui sortent en 2024, plutôt orientées professionnelles. Et en 2025, on devrait, j'espère, ouvrir nos ventes au plus grand nombre. Très bien. Mais on est en phase de développement, donc les volumes sont encore un peu réduits aujourd'hui, mais ça devrait monter. Dernière question, on a voulu demander à nos interlocuteurs. Vous avez vu, on les a super drivés pour qu'ils soient très efficaces dans leur prise de parole. Désolé, ça fait un peu... Ils ont été vachement efficaces. La dernière question, c'est est-ce que ça vous fait du bien, moralement, de faire tout ça ? Non, oui. Non, mais oui, tellement. Alors, ça nous fait du bien, mais il y a un vrai travail. Il y a un gros travail d'accompagner nos collaborateurs et d'accompagner cette démarche. On parlait des clients tout à l'heure, comment on les convainc, mais aussi comment on convainc nos collaborateurs qu'en fait, on n'est pas juste en train de faire du greenwashing, qu'on essaye de s'acheter une réputation, mais qu'il y a vraiment quelque chose de concrètement porté dans l'éco-conception. Alors, nous, on a passé des labels, le label numérique responsable, on s'est mis de la pression par rapport à ça, mais il y a aussi qu'ils n'ont pas de chance, en fait, leur patronne, elle est totalement convaincue. Alors moi, j'habite pas Grenoble, mais je me balade quand même en vélo. Mais parce qu'à chaque fois, vous avez remarqué, vous parlez à un Grenoblois, il dit « Moi, j'ai pas de difficulté pour circuler, je suis venu en vélo. » Oui, bon, ok. En fait, c'est comment on convainc nos collaborateurs, comment on embarque, comment on fait que, en fait,
tout ce qu'on va construire, ils comprennent l'intérêt que quand on va aller challenger nos data centers, on challenge aussi parce que on veut être vertueux et parce qu'on a des enfants et qu'on ne veut pas leur laisser une planète toute dégueulasse. Et que c'est pas qu'un mot en fait, éco-concevoir, c'est pas qu'un ROI, c'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi le fait que lorsqu'on crée des logiciels en utilisant des technologies qui sont à notre disposition, comme l'intelligence artificielle, qui est très consommatrice, eh bien, on va quand même essayer d'aller vers quelque chose de vertueux, quelque chose de challengeant. On est un éditeur français, c'est pas facile dans nos métiers. Hein, on est concurrencé par des Américains qui arrivent avec des grosses machines. On est un éditeur qui se positionne de plus en plus sur l'Europe, avec des réglementations qui sont différentes. Quand on fait de la confiance numérique, on a toutes les réglementations européennes face à nous, par exemple, qui n'ont pas nécessairement les mêmes approches. Mais comment on en fait quelque chose qui en devient un ADN total et ça passe par le top, voire même le top du top, puisque chez nous, on est convaincu au plus haut du directoire, et comment ça redescend dans nos équipes. Et est-ce que ça fait du bien? Mais oui, grave, bien sûr que ça fait du bien. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter derrière tout ça. Non, mais forcément, je pense que si on n'est pas convaincu que ça fait du bien, on aura du mal à vendre nos solutions, vendre nos concepts. Et puis, je pense que, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, il y a des milliers d'années, l'être humain le faisait sans le savoir. Mais il n'avait pas le choix. Nous, on est juste en train de le faire avec nos moyens modernes, avec nos enjeux modernes. Mais je pense que si on n'a pas cette volonté, si on n'est pas pleinement convaincu, on ne pourra pas embarquer nos équipes, on ne pourra pas embarquer nos fournisseurs, on ne pourra pas embarquer nos clients, on ne pourra pas embarquer notre écosystème. Donc je crois qu'on n'a pas le choix. Et puis si les leaders n'en sont pas convaincus, bon, ça se verrait sur nos têtes. Donc je pense qu'on ne pourrait pas aller bien loin. Voilà. Et moi, de mon côté, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui nous dépasse par rapport aux impacts au changement climatique. Et c'est vrai que ça nous touche directement dans le sport. Moi, je fais beaucoup de sport. À Decathlon, on fait quand même pas mal de sport avec les collaborateurs. Et on voit en fait l'impact du réchauffement climatique. On voit que courir quand il fait 36 degrés, c'est compliqué. Et quand il fait 36 degrés une fois dans l'année, ça va. Quand il fait 36 degrés pendant 2 mois, c'est compliqué. Et donc, il y a un impact sur la pratique sportive. Et si on veut continuer à rendre le sport accessible, il faut aussi qu'on protège l'environnement, qu'on ait une responsabilité de protection dessus. Et donc, on sait que Decathlon, on est aussi acteur du réchauffement climatique. On est une entreprise, on amène des produits, on conçoit des produits. Par contre, notre rôle, c'est quand même de prendre soin d'avoir des produits le moins impactants possible, de procéder des changements de business model pour réduire cet impact. Donc il y a une notion d'engagement qui est hyper forte dans les équipes. Et finalement, moi, en tant que responsable du développement durable à la montagne, j'ai pas besoin de titiller beaucoup pour les faire avancer. D'eux-mêmes, ils s'y mettent parce qu'ils le vivent au quotidien. Et ils ont vraiment envie d'œuvrer à la réduction de l'impact pour que demain, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, on puisse continuer à pratiquer le sport idéalement comme aujourd'hui, même si on sait que le réchauffement est en cours, mais en tout cas qu'on limite l'impact. Donc moi, de mon côté, c'est vrai que c'est vraiment le sens qui parle et la mobilisation des équipes passe par là en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit dans le secteur de l'industrie sportive, l'outdoor, et même dans tous les secteurs d'activité. Et je pense qu'on a vraiment tous notre rôle à jouer pour contribuer à cette baisse du réchauffement climatique. Alors de notre côté, on n'a pas beaucoup de mal à convaincre nos collaborateurs puisqu'ils nous rejoignent pour ça en fait. On crée nos équipes, on monte les effectifs et aujourd'hui la raison principale pour laquelle ils nous rejoignent, c'est bien de contribuer au développement de KLI, au développement finalement d'une alternative à la clim. Et à ça, je pense qu'on peut rajouter une autre motivation. Quelque part, les différentes vagues estivales, les vagues de chaleur estivales, mettent en avant des problèmes qui sont de confort, mais aussi des problèmes sanitaires. Et aujourd'hui, on contribue à ça. On contribue à lutter contre ces problèmes sanitaires. Nos premiers clients sont des bailleurs sociaux. On travaille avec des EHPAD, on travaille avec des crèches. Donc il y a aussi un aspect, pas uniquement réduire les émissions, mais aussi accompagner la population et les populations sensibles dans cette évolution, dans cette adaptation. Et ça, c'est aussi un point qui motive beaucoup nos équipes, cet aspect non pas uniquement écologique, mais aussi social. Que pour Tessie particulièrement, vous disiez que les gens viennent travailler avec vous, c'est vraiment un moteur pour trouver pour recruter, et on sait que c'est un gros souci dans toutes les entreprises. Pour Tessie, c'est quand même particulier parce qu'il y a une pénurie vous me disiez, là, des informaticiens, des ingénieurs. Et du coup, est-ce que ça rentre un petit peu, vous arrivez à faire valoir cet argument pour faire recruter ?
Il faut que je sois honnête. Non. Non, Comme vous voulez. Je sais pas. non, c'est pas nécessairement un critère de recrutement. Ça fait partie en fait, dans les jeunes qu'on recrute, il y a déjà cet ADN-là, il y a déjà cette tendance-là. Non, aujourd'hui, les développeurs nous rejoignent pour les projets qu'on propose. L'éco-conception, je le disais, c'est limite éco-conception par design. Ils sont biberonnés à ça depuis longtemps. Ils nous rejoignent parce qu'aujourd'hui, on propose des projets d'IA et des fois, d'ailleurs, ils en oublient. C'est-à-dire que l'IA est très consommatrice par ailleurs, pollue, comme ça, c'est la vie. Et ils vont plutôt être attirés sur ces projets-là. Et quand on leur dit non, mais en fait, il va falloir que tu fasses pareil, mais moins consommateur. Et des fois, tu vas faut y aller un peu musclé. Mais ce n'est pas un critère de recrutement, non, c'est pas vrai. C'est vraiment les projets qu'on propose. On a 9 minutes. Il n'y a plus de... ouais. On peut vous proposer, donc si vous voulez, de poser des questions. On peut faire passer le micro, vu qu'on a un peu de temps. Et par ailleurs, sachez que Tessie a un stand. Comme ça, tu peux... Il y a une dame là qui est... Tessie a un stand tout là-bas. C'est pas très précis. À Lison, c'est juste à côté, c'est facile si vous voulez les rejoindre. Et Kaeli, On est sur le stand de la BPI, donc French Fab. Sur la Vous French avez une Fab. maquette design si vous voulez voir. et vous pourrez aller vous voir le climatiseur si vous voulez vous faire une idée. Décathlon, non. Désolée. Alors bonjour, je suis Laurence Billard, je suis directrice de l'IUT2 de Grenoble. Donc on va bientôt avoir notre journée porte ouverte. On a beaucoup de jeunes lycéens qui sont très intéressés par croiser l'industrie avec des valeurs. Et en fait, leur question, c'est est-ce que ça existe le métier de éco-concepteur? Est-ce qu'on spécialise dans l'informatique, dans la filière textile et plus tard, comment on intègre ces valeurs-là? Comment on leur répond? Moi, je veux bien démarrer. Déjà, c'est super d'avoir quelqu'un d'un IUT. Parce qu'en général, non, mais moi je trouve ça hyper important. Alors j'ai fait un IUT, donc je suis très forte là-dessus. Il n'y a pas le métier d'éco-conception. En fait, c'est comme il n'y a pas le métier de RGPD. Alors il y a les DPO, hein, mais quand on développe des logiciels, c'est tout qui s'intègre. Donc le développeur, il a une vision, son manager aussi, mais il a une vision 360 en fait de son exigence. Peut-être que demain, il y aura des éco-concepteurs dans les logiciels, comme on a pu avoir des métiers émerger avec des nouveaux noms. Mais ce qu'on peut dire à vos collaborateurs, à vos étudiants, c'est venez et prenez une filière. De toute manière, l'éco-conception, elle va venir vous rejoindre. Par contre, si vous l'avez dans votre ADN, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous serez en mesure d'influencer ce qui va se passer parce que c'est vous qui êtes derrière le clavier. Et c'est vrai que chez nous, depuis 2012, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour intégrer le développement durable dans les métiers. Et qu'aujourd'hui, chaque métier a dans sa fiche mission des aspects de développement durable pour contribuer. Donc un concepteur a un rôle à faire. Dans la boîte à outils que je vous ai parlé des hotspots pour décarboner. Et de plus en plus, on commence à créer une filière développement durable chez Decathlon aussi. Donc là où on était 5-6 à temps plein il y a quelques années, là on va être 150. 150 parce qu'en fait, on couvre de la production, l'industrialisation, le transport, commercialisation, la réparation, la fin de vie, etc. Donc il y a des métiers qui se créent aussi, qui arrivent avec des gens dédiés en tant que chef de projet par exemple. On a des chefs de projet fin de vie qui apparaissent pour commencer à construire les filières aussi de recyclage, travailler avec les industriels. Voilà, à tous les niveaux ça se crée, donc en fait ça va émerger de plus en plus. Et je suis convaincu que dans les prochaines années on aura des filières de développement durable pour des gens qui apporteront cette connaissance des enjeux dans les entreprises. Et donc ça, nous on a eu la chance que ça commence à infuser doucement, et là maintenant c'est bien parti. Et ça doit infuser partout. Et donc je pense que ces métiers seront clés pour ramener en fait aux décideurs, aux dirigeants, la compréhension des enjeux. Parce qu'en fait, c'est à la fois une protection de l'environnement, mais c'est aussi une survie des entreprises. Demain, si on ne le prend pas en compte, on sait que dans 10 ans, 20 ans, certaines industries vont être finies. Et donc c'est ça que je pense qu'il y a un rôle vraiment à jouer dans l'enseignement. Et donc moi, je participe beaucoup des fois des rencontres avec des étudiants et ça me passionne parce qu'en fait, ils sont tous hyper motivés. Maintenant, c'est de leur donner les clés vers où aller. Et certains, je leur conseille plutôt de démarrer dans les métiers et puis d'amener leur touche et progressivement d'évoluer dedans. Et certains peuvent arriver plutôt avec de la gestion de projet pure environnementale parce que des filières se créent même. Merci beaucoup. Après, on va prendre d'autres questions. Alors nous, c'est inhérent hein, l'éco-conception parce que lorsqu'on va devoir concevoir un nouvel emballage, par définition, dans le cahier des charges, il faut mettre le moins de matière possible. Donc ça voudra dire que le jeune, il va se dire comment je fais pour avoir un emballage qui va
répondre aux attendus du client avec le moins de matière. Donc, c'est inhérent à son métier. Donc, il doit être imaginatif. Donc, voilà. Après, c'est justement son imagination parce qu'il n'y aura pas de règles. Il n'y aura pas de règles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci, bonjour à tous. Ma question est un peu peut-être complexe. C'est comment vous faites le choix entre les impacts sociétaux et les impacts environnementaux qui sont quantifiables, on va dire, tout ce qui est GES et ainsi de suite. Est-ce que vous avez une grille de lecture, une grille de choix, quelque chose comme ça? Alors, on a des équipes qui sont... Pourquoi c'est moi la première? C'est parce que j'ai la réponse. Alors, en tout cas, chez Tessie, on ne fait pas le choix parce qu'on a une responsable du RSE qui, de toute manière, a des grilles, elle, effectivement, qu'elle doit remplir. En plus des logiciels qu'on développe, on a les obligations du groupe. Donc, il y a obligatoirement au moins une influence en disant que c'est pas l'un ou l'autre. C'est quand même un peu des deux. Ouais, je peux compléter. Typiquement, l'ACV, on parlait d'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, nous, on l'utilise comme étant un axe de choix, enfin un mode de management de nos choix. On a la gestion de projet et forcément une gestion de compromis. On a les impacts de performance, on a les impacts environnementaux, on a les impacts économiques. Et donc, on vient faire à chaque fois, finalement, la balance entre chacune de ces différentes composantes, avec toujours le fil rouge de la mission qu'on se donne. Et donc, c'est un outil de management, en fait. C'est comme le management économique. Finalement, on a nos choix d'affectation, quelle est l'économie. On va faire la même chose avec la CV, pour chacune des pièces. Et puis, sur cette base-là, on va prendre la décision sur la base de compromis. C'est jamais blanc ou noir. Mais c'est un outil de management, la CV, pour nous. Merci à tous les deux pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Il faut en profiter parce qu'on n'a plus de timer. Donc on fait comme on veut. C'est open bar. Bonjour, moi je me posais juste une question. Est-ce que vous prenez en compte un éventuel effet rebond sur votre conception? Je me disais, je prends l'exemple Decathlon parce que ce que je connais plus, le fait de faire du textile éco-conçu, mais vous en vendez beaucoup plus. Après, est-ce que vous le calculez? Est-ce que vous vous dites, on s'en fout, on en vend? Non. Donc en fait, donc on a vraiment construit toute une démarche pour limiter notre impact. Et en fait, aujourd'hui, ce qui permet vraiment d'être le témoin de notre impact sur l'environnement, ça va être notre trajectoire CO2, trajectoire carbone. Et donc on est associé au SBTI, Science Based Target Initiative, pour ceux qui connaissent, qui accompagne les entreprises pour définir leur trajectoire de réduction des émissions. Et on s'est engagé sur une réduction des émissions pour contribuer à la neutralité carbone en 2050. Et donc en fait, tous les enjeux vont être là. Donc ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, comment on va faire cet équilibre entre l'économique et l'environnemental pour continuer à créer de la valeur tout en réduisant notre impact. Et donc en fait, c'est un enjeu qu'il faut vraiment aborder dans sa globalité. Parce qu'en fait, on va effectivement réduire l'impact des produits. Des fois, les produits vont être un petit peu plus chers. Des fois, on va aller sur des produits, on va essayer d'augmenter la création de valeur en réduisant l'impact. Et puis, on va jouer sur plusieurs familles de produits. Donc en fait, c'est la globalité des Decathlon qui est évaluée. En tout cas, l'objectif, il est clair. C'est que notre trajectoire réduise d'année en année. Donc elle a réduit de plusieurs pourcents l'année dernière. Donc je n'ai pas les chiffres exacts, je ne vais pas vous les donner maintenant. Mais voilà, ça a réduit l'année dernière. L'objectif, c'est que ça réduise d'année en année pour atteindre cette neutralité, cette contribution à la neutralité carbone en 2050. Donc on a un point de passage en 2026 qui est moins 21%. Moins 20% par rapport à 2021. Voilà, et donc on est sur cette tendance. Et finalement, nos actions sont faites pour réduire l'impact, créer de la valeur, mais être vraiment sur cette ligne de crête qui nous permet de réduire les émissions. Parce que sinon, effectivement, on peut rentrer dans un système où on continue on éco-conçoit un produit, mais on en vend encore plus. Et là, ça marche pas en fait. Donc on est vraiment sur des émissions valeur absolue. On peut prendre une dernière question. On n'a plus de chrono, donc en fait, on ne sait pas. On va prendre une autre question tant qu'on ne nous dit rien. Plus de questions, super. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et merci d'être venus si nombreux pour entendre parler d'éco-conception. C'est chouette de voir qu'il y a autant de monde qui se mobilise sur ces sujets. Merci.